Bonjour pour cette session de formation, le chapitre 6, le dernier chapitre du syllabus de l'ISTQB, donc de la formation fondation. Donc voilà, je me présente, je suis ingénieur en automatisation des tests. J'étais donc dans le manuel pendant une année, après je suis passé à l'automatisation des tests. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Voilà, donc dans ce chapitre, pardon. Donc dans ce chapitre, il y aura deux grandes parties. La première partie, on va voir une introduction générale aux outils de test. Ici, donc, on va voir une classification des outils de test, les bénéfices et les risques de l'automatisation des tests et les considérations particulières pour les outils d'exécution des tests et de gestion des tests. Ça pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va voir ensemble l'utilisation efficace des outils. Donc, on va voir les principes de base pour sélectionner les outils de test. On va voir les projets, qu'est-ce qu'un projet pilote et son intérêt pour l'introduction d'un outil dans une organisation. Et après, dernièrement, on va voir les facteurs de succès pour les outils. Et comme d'habitude, nous allons voir quelques exemples d'examen ISTQB, le type de questions. Donc ici, généralement, dans l'examen ISTQB, il y aura deux questions sur ce chapitre. La première question, ça va être sur les classifications des outils de test. Et voilà, c'est le cas 2, c'est comprendre si vous vous souvenez de ça. Et après, il y aura une autre question, soit sur les bénéfices et risques de l'automatisation, soit les considérations particulières pour les outils de test, ou le principe de base, ou bien le projet pilote, ou bien le facteur de succès. Vraiment, c'est une source de notes. C'est un chapitre qu'on peut le consommer, donc on peut juste comprendre. C'est vrai, il y a le cas 1, c'est se souvenir, mais moi je dis comprendre. Voilà, donc nous commençons par la première partie, l'introduction aux outils de test. Donc, nous allons voir les classifications des outils de test. Donc, pour les outils de test, on a deux parties, deux grandes parties. Ceux qui sont utilisés directement en test. Donc, pour l'exécution des tests, à titre d'exemple, Selenium ou JMeter pour les tests de performance. Et là, il y a les outils de gestion des tests, par exemple, pour l'écriture des rapports de bugs ou bien la conception des cas de test, comme Jira ou Mantis. Voilà, donc c'est clair jusqu'à maintenant. C'est clair, Oui, c'est clair. je peux passer? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, on a deux grandes parties d'outils, une directement pour les tests et l'autre pour les gestions, comme si c'est tout ce qui est administratif. Voilà. Donc, quels sont les objectifs des outils de test? Pourquoi on utilise les outils de test? Donc, premièrement, c'est pour améliorer l'efficacité des activités de test, soit en automatisant des tâches répétitives. C'est un testeur fait la même tâche chaque jour 5 fois. Donc ça fait 40 fois par semaine. Donc, il y a l'intérêt de l'automatiser. Youssef, Aussi, on a les... Pardon. Oui, oui. excuse-moi, j'ai coupé. En fait, je vois maintenant le diapo 5, donc je vois pas les objectifs. Je vois les outils de test, utiliser directement en test, les gestions de test, mais je vois pas les outils, les objectifs. Il y a une personne, Vous les êtes, autres quand je suis sur la page 6. pour moi, page 5, je vois que le page 5, Moi aussi, page 5. c'est ça. Et Moi, la première page. la première page, voilà. Juste, je vais faire le stop presenting, je vais réessayer. Maintenant, quelle page? Pas de présentation pour le moment. Des présentations, voilà. Il n'y a pas de Pas de présentation. pré- Ah, non.
Maintenant? Maintenant, on va à la page LinkedIn. Maintenant, oui. Mhm. D'accord. Le première page. Oui, la première C'est page. Chapitre oui, 6. parce que j'utilise des écrans, je vais essayer de me limiter à une seule. Juste Mhm. un instant. Oui. Maintenant? Oui, ça va maintenant. Mhm. Ça va. D'accord. Juste un instant que parce que j'étais en train d'utiliser deux écrans. Ouais. D'accord. Donc, Si. on est arrivé donc ici. Donc, la dernière page que vous avez vue, c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. En fait, lorsque t'as déjà parlé sur les outils, on était sur la page 4. Pardon. On était décalés. Pardon. Ah oui, oui, oui. Peut-être parce que j'utilisais deux écrans, donc la page suivante c'était sur l'écran, le deuxième écran. Oui. Deuxième écran. Donc, voilà. Voilà. Donc, comme je viens de dire, les outils de test, il y a deux outils de test. Il y a, pardon, deux classes de test, ceux utilisés directement en test pour l'exécution des tests, tels que Selenium ou Gmètre, et de l'autre, les outils de gestion comme Jira, Mantis, par exemple, on les utilise pour l'écriture des rapports de bugs ou bien la conception des cas de test. Voilà, donc on était clair sur ce diapo. S'il te C'est- plaît, Youssef, Ouais. pour ces outils de Selenium et Gmettre, c'est seulement un exemple. Il existe Oui, 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 plusieurs. oui, oui, oui. Mais bien sûr, il y a des Euh, centaines d'outils à utiliser en test, mais je voulais juste oui. prendre ces deux outils à titre d'exemple. Pour l'automatisation, je pense. Oui, bon, pour y mettre, c'est pour les tests de performance, pour l'exécution des tests de performance. D'accord. D'accord. Voilà, donc parmi les objectifs de l'utilisation des outils de test, on a donc, comme je viens de le dire, c'est pour améliorer les activités de test, soit en automatisant les tâches répétitives. Donc, si il y a une tâche qu'on exécute 5 fois par jour pendant, je dis, un mois, 2 mois, donc il y a un intérêt pour l'automatiser. Aussi, les outils de test nous aident à améliorer l'efficacité des activités de test en assistant les activités de test manuelles tout au long du processus de test. Par exemple, la traçabilité pour dire quels tests sont passés et quels tests ont échoué. Voilà, donc c'est pour assister les activités de test manuelles. Aussi, c'est pour améliorer la qualité des activités de test en permettant des tests plus cohérents et un niveau plus élevé de reproductibilité des défauts. Le quatrième point, c'est automatiser les activités qui ne peuvent être exécutées manuellement. Par exemple, le test de performance. Si je veux tester une page web, eh bien la performance d'une page web, et j'ai besoin que 1000 personnes se connectent à la même instant sur ce site web. Donc, c'est très difficile de le faire manuellement. Donc, on fait recours à un outil de performance de tests de performance. À titre d'exemple, on a le Gmètre. Et dernièrement, c'est pour augmenter la fiabilité des tests. C'est clair jusqu'à un moment, jusqu'au Oui, c'est clair. peut passer donc. Voilà, donc maintenant, on va essayer de classifier les outils. Donc, il y a quelques principes de classification. Donc, les outils sont classés en fonction des activités de test qu'ils supportent. Donc, il y a des outils pour la sécurité, des outils pour la localisation, des outils pour la gestion des tests ou bien pour l'écriture des bugs ou bien la conception des cas de test. Il y a d'autres outils pour l'automatisation. Donc, il y a plein d'activités. Donc, pour et pour que nous faisons appel aux outils de test. Donc, certains outils sont dédiés totalement ou principalement à une seule activité. Il y a d'autres outils qui peuvent soutenir plus d'une activité comme Jira. Donc, mais
ils sont classés dans l'activité à laquelle ils sont le plus étroitement associés. Donc, il y a certains outils qui offrent un service typiquement approprié aux développeurs. Donc, dans le syllabus, on les voit marqués par la lettre D. Il y a d'autres considérations dans la classification. Il y a des outils qui peuvent être interfacés entre eux ou sont déployés dans une suite intégrée. Il y a certains types d'outils de test qui peuvent être intrusifs. Donc, c'est clair pour ces principes de classification? S'il vous plaît, n'hésitez pas. S'il y a une ambiguïté ou bien que j'ai pas, si j'ai mal expliqué et tout, donc je suis là pour répondre. Je passe. Oui. D'accord. Donc, comme c'est clair, qu'est-ce qu'on veut dire par intrusif? Dans la dernière ligne, certains types d'outils de test peuvent être intrusifs. C'est-à-dire affecte les résultats effectifs du test? Donc, qu'est-ce que c'est? Un exemple. C'est comme des parasites. Euh, Comment des parasites? euh, T'as un cas réel? D'accord. Donc, voilà les outils intrusifs. Donc, ce sont des outils qui peuvent affecter le résultat effectif du test. Donc, je donne un exemple. Je suis un développeur. Je développe une application Android. Bien sûr que je vais la développer sur un PC, donc sur l'Android Studio. Et là, je vais essayer de faire un test de performance. Donc, cette application est dédiée non pour être exécutée non sur le PC, mais sur un autre device. C'est le téléphone, donc une application mobile donc, Android, on va l'exécuter ou bien l'installer sur un téléphone. Donc, l'utilisation d'outils de performance sur un PC, ça ne va pas donner les mêmes métriques de performance que sur un téléphone. Ou bien, un autre exemple, j'étais donc dans le test dans le secteur automobile. Donc, on ne teste pas avec des cartes réelles ou bien une voiture, un véhicule réel. Donc, on essaye de simuler donc les fonctions dans la voiture ou bien dans le véhicule. Et on fait des tests sur ce simulateur. Donc, ici, ça peut affecter le résultat réel du test. Donc, c'est pas comme exécuter un test sur un simulateur que comme sur sur l'objet réel. C'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair. oui. D'accord. Donc, la conséquence d'utilisation d'outils intrusifs s'appelle l'effet de sonde. Par exemple, dans l'examen, vous avez qu'est-ce qu'un effet de sonde? Donc, l'effet de sonde, c'est la conséquence de l'utilisation d'outils intrusifs. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, pour les classes d'outils, on a plusieurs classes d'outils qui sont généralement au nombre de 6, mais chaque classe d'outils peut être une spécialité et chaque spécialité peut avoir plusieurs sous-spécialités. Donc, dans le syllabus, on va avoir une idée globale sur ces outils. Donc, on ne doit pas les connaître tous, et oui, on ne doit pas les connaître tous. Donc, il faut savoir quel outil utiliser donc, dans quelle classe. Et pas, donc, on ne va pas trop entrer donc, dans les détails de l'outil. Donc, on a des outils pour la gestion des tests et du testeur, des outils pour les tests statiques, outils pour la conception et l'implémentation des tests, outils pour l'exécution et la collecte des logs de tests, outils pour la mesure de la performance et l'analyse dynamique et outils pour des besoins de tests spécifiques. C'est bon, je peux passer? Mhm. OK.
OK, donc nous allons voir chaque type d'outil. Donc, on va essayer de donner quelques définitions. Excuse-moi, Youssef, Oui, j'ai juste une question. oui. L'outil pour l'exécution de log de test, vous avez un exemple, s'il vous plaît? Par exemple, qu'est-ce que j'ai utilisé pour... Donc, c'est un type, pour moi, on a le Stream Gateway. Donc, dans mon poste actuel, on utilise le Stream Gateway. Donc, dans l'automobile, on avait un autre test que j'ai oublié le nom, malheureusement. Donc, si quelqu'un, Monia, t'es là ou bien non? Peut-être si elle utilise, bon, elle n'est pas là. D'accord. Donc, ça dépend de l'entreprise. Il y a plusieurs outils donc, de collecte de logs en temps réel. On Donc, utilise au terre à fur... terre chez nous. Pardon? Dans notre entreprise, on utilise le terre à terre. Ah, d'accord. Terata? Terre à Bon, terre. ouais, je le connais pas. Il y a, comme je viens de le dire, il y a une centaine d'outils pour chaque type de test, ou bien D'accord. pour chaque Ok. classe d'outils. Donc, ça diffère, mais il faut savoir qu'on a besoin. Donc, dans le syllabus présente donc une vue globale des outils. Donc, on va pas Mhm. trop entrer en détail. D'accord. Merci. D'accord. Donc, pour les outils de la gestion des tests et du testware, donc, ils peuvent s'appliquer à toutes les activités de test sur l'ensemble du cycle de vie de développement logiciel. On a des outils, un ensemble d'outils qui s'appelle outils ALM, Application Lifecycle Management. On a des outils de gestion de la configuration, outils de gestion des exigences, les requirements, outils de gestion des défauts, donc les outils de gestion des bugs, et les outils d'intégration continue. Là, vous voyez donc la lettre D, c'est généralement utilisé par les développeurs. Passons à la deuxième classe d'outils. Donc, ce sont des outils pour les tests statiques. Donc, les outils de tests statiques sont associés aux activités et aux bénéfices décrits au chapitre 3. Donc, sont des outils de support revue. Donc, je vais vous donner donc une astuce. Donc, si vous voyez revue dans l'examen, c'est directement statique. S'il me pose quel outil donc, ou bien quelle classe de test utiliser pour les revues, je passe directement au statique. Donc, les tests statiques où il y a le mot statique, on a revue. Il y a donc des outils d'analyse statique utilisés par les développeurs. Donc, on a une autre classe qui s'appelle donc outils pour la conception et l'implémentation des tests. Donc, les outils de conception de tests aident à la création de produits d'activité maintenables lors de la conception et l'implémentation des tests, y compris les cas de test, les procédures de test et les données de test. Donc, on a des outils de conception de tests. On a des outils de model-based testing. On va revenir sur ça. On a des outils pour le développement dirigé par les tests et des outils pour le développement dirigé par les tests d'acceptation, des outils pour la préparation des données de test et des outils pour le développement dirigé par le comportement. Par exemple, dans mon poste actuel, je travaille que par ces outils. Donc, les outils de développement dirigés par le comportement, le Behavior Driven Development, cette structure de Given, When, Then. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais espérons bien que si vous commencez l'automatisation des tests, vous allez passer par l'un de ces trois qui sont généralement utilisés donc, dans les entreprises actuellement. C'est clair? Oui. D'accord. Je pense qu'on va passer à la quatrième classe d'outils. Donc, on a des outils pour l'exécution et l'extraction des logs. Donc, comme on vient de le dire, de nombreux outils existent pour aider et améliorer l'exécution des tests et les activités de log de test. Donc, il y a, une classe d'outils, donc une classe d'outils d'exécution de tests utilisés par les testeurs et les développeurs, des frameworks de tests unitaires,
donc utilisés par les développeurs, des outils de couverture utilisés par les testeurs et les développeurs, et le harnais de test, et un environnement comprenant les pilotes nécessaires pour exécuter un test et qui est utilisé généralement par les développeurs. Donc, voilà le 5e type d'outils. Donc, on a des outils pour la mesure de la performance et l'analyse dynamique. C'est quoi donc la mesure de la performance? Qui peut me donner donc un exemple? Déjà, on vient de le dire. Qu'est-ce qu'une performance? Comment donc qualifier la performance ou bien comment tester la performance? Géomètre, Oui, oui, mais c'est quoi le principe? C'est par Gmètre. Gmètre, c'est un outil. Il y a, comme je viens de le dire, une dizaine d'outils. Donc, L'efficacité de se porter, par exemple, une dizaine de personnes qui entraient dans le feed. Bah, le stress, le volume, choses comme ça. oui, 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 c'est ça. Donc, j'ai un site web et je veux qu'une centaine de personnes donc, sur le même site. Comme par exemple, sur le site Evax, donc là où il y avait les vaccins et tout, donc on voit que le site se plante parce que les tests, il n'y avait pas de test de performance pour mesurer le nombre ou bien le trafic de personnes qui vont visiter donc le site au même instant, ou bien voilà, donc si on a 1000 personnes qui entrent dans le même site, le site se plante. Et c'est ce qui est passé donc sur le site Evax. Donc, d'où l'importance des outils de test de performance. Donc, les outils de mesure de performance et d'analyse dynamique sont essentiels pour assister les activités de test de performance et de montée en charge. C'est le load testing. Donc, car ces activités ne peuvent pas être effectuées manuellement. Donc, on ne peut jamais faire les tests de performance manuellement. Donc, pour cela, on utilise des outils de monitoring, outils de test de performance, outils d'analyse dynamique. Et là, c'est les développeurs qui utilisent ça. Mais on peut être demandé sur l'examen de dire, par exemple, je donne un cas de test et je dis quel outil on le teste. Avec quel outil on peut tester ça. Voilà donc la dernière classe d'outils, donc des outils pour des besoins de test spécifiques. Donc en plus des outils qui supportent le processus de test de manière générale, il existe de nombreux autres outils qui supportent des aspects de test plus spécifiques. Donc on a des tests de localisation. Par exemple, je teste un mobile ou bien un téléphone portable. Je veux exécuter des tests de localisation du téléphone. Il y a des tests d'utilisabilité, des tests d'accessibilité. Je vois que mon produit est accessible ou pas. Donc, des tests de conversion et migration des données. Par exemple, mon téléphone qui veut passer de la version, par exemple, 10 à la version 11, ou bien comme l'iOS. Donc, on était à la version 14 et on est passé à la version 15. Donc, on va faire des tests de conversion, de migration des données. Par exemple, si vous utilisez WhatsApp et vous voulez donc migrer vos téléphones donc d'un téléphone iPhone vers un téléphone Android. Et ça, ce qu'on appelle la migration des données. On a aussi les tests de sécurité qui sont très importants, surtout pour les applications de commerce ou du paiement en ligne. Donc, c'est très, très important dans ce domaine. On a donc des outils pour l'évaluation de la qualité des données et de tests de portabilité. Donc, on vient de voir ici classe d'outils. C'est clair jusqu'à ce moment? Il y a des questions? J'ai besoin de comprendre mieux pour la test de portabilité. Oui, C'est pas clair pour moi. Si vous avez un exemple. test de portabilité. Le test de portabilité, donc, à ce que je connais, c'est
as un site web qui fonctionne bien sur Google Chrome, donc il doit donc fonctionner de la même façon sur Firefox ou bien Internet Explorer, donc ou bien sur un téléphone. D'accord. Donc, valider le test sur plusieurs navigateurs, c'est ça? Oui, 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 oui. Ok. Ok, merci. Bien. Et, Oui, et aussi pour plusieurs devices. Ça fonctionne bien dans le téléphone ou bien PC ou bien oui, tablette. oui, D'accord. c'est vrai. C'est bon? Oui, merci. C'est bon. D'accord. Donc, pour le moment, nous allons voir les bénéfices et les risques de l'automatisation des tests. Donc, comme vous le savez, pour l'introduction des outils de l'automatisation des tests, il y a des bénéfices, il y a des risques. Qui peut me donner quelques bénéfices de l'automatisation? La rapidité des tests, on peut faire ça, les tests rapidement, gain de temps, Oui, d'argent. oui, euh, La facilité d'accès aux informations du test. oui, c'est vrai. D'accord. Donc, voilà quelques bénéfices de l'automatisation des tests. C'est la réduction du travail manuel répétitif, ce qui permet de gagner du temps, comme tu viens de le dire. Plus grande cohérence et répétabilité. Donc, au lieu de faire exécuter un test une seule fois par jour, on peut l'exécuter 300 fois par jour. Donc, plus grande répétabilité, évaluation plus objective et accès et facilité, facilité d'accès à l'information sur les tests. Pardon, il y a une faute d'orthographe, je ne sais pas. Donc, c'est clair pour les bénéfices de l'automatisation des tests. Généralement, c'est si on vous pose cette question donc dans l'examen, on va voir, on va donc faire référence à cette partie. Donc, réduction du travail manuel répétitif, ce qui permet de gagner de l'argent. D'accord. Maintenant, selon vous, quels sont les risques de l'automatisation des tests? S'il y a des risques, des effets secondaires ou bien des effets indésirables? Une sous-estimation du temps, du coût, de l'effort, Oui, c'est vrai. peut-être des problèmes avec le fournisseur de Oui, l'outil. c'est vrai. Euh, Donc, qui est en train de parler? Je ne sais pas, donc je fais le c'est partage. Rada en fait. Ah, d'accord, Rada. Oui, Enchanté. merci. Vous venez. D'accord. Donc, Rada, voilà les risques potentiels d'utilisation d'outils. Donc, si tu peux lire, s'il te plaît, le temps que je bats un peu d'eau. Ok. Donc, les risques potentiels de l'utilisation d'outils, automatisation. Les attentes à l'égard de l'outil peuvent être irréalistes. Le temps, le coût et l'effort pour l'introduction initiale d'un outil peuvent être sous-estimés. Les efforts nécessaires pour maintenir les actifs de test produits avec l'outil peuvent être sous-estimés. C'est pas... ah, ok. Il Oui, est possible que l'on se repose trop sur l'outil. Le fournisseur de l'outil peut cesser ses activités, retirer l'outil ou vendre l'outil à un autre fournisseur. Le fournisseur peut apporter une réponse médiocre pour le support, les mises à niveau et les corrections de défauts. Un projet open source peut être interrompu. Une nouvelle plateforme ou technologie peut ne pas prise en charge par l'outil. Et il se peut qu'il n'y ait pas de propriété claire de l'outil. voilà. Donc, il y a des questions. Merci, Irad. Donc, il y a des questions Plaisir. sur ces risques. En fait, pour le fournisseur de l'outil, il peut cesser ses activités, retirer l'outil ou vendre l'outil à un autre fournisseur. C'est-à-dire quoi? D'accord. Par exemple, j'utilise moi Jira de Atlassian. Et là, Atlassian, il dit que voilà, donc je peux plus maintenir mes activités. S'il vous plaît,
la personne qui est en train de faire du bruit. Donc, Atlassian dit, je peux plus donc assurer mes activités, je peux plus payer mes employés, donc je vais cesser mes activités, je vais cesser donc l'utilisation ou bien les mises à jour de l'outil. Et comme donc une entreprise qui se base donc pour son travail sur Jira, par exemple, ça va être donc un dégât, donc l'utilisation d'un outil dont il n'y a pas donc de mise à jour, il n'y a pas de test de sécurité. Donc, voilà, donc le fournisseur, pour nous, c'est le fournisseur, c'est celui qui vend l'outil. Oui. Par exemple, si par exemple, pour laver, par exemple, la vaisselle ou bien laver les vêtements, tu sais pas les faire manuellement. Il a depuis le premier jour, tu es en train d'utiliser une machine à laver. Et le jour où bien le fournisseur donc, qui fabrique et qui donc, entretient les machines à laver cesse de les produire et de les vendre, et là, tu te trouves donc bloqué. Tu peux pas faire faire le linge seul, donc sans l'utilisation de cet outil. Je sais pas si je t'ai bien expliqué. Oui, c'est clair. Ouais. D'accord. Merci. Il y a d'autres questions? Je peux passer? Mhm. Oui. Oui. Ok. Donc, on a quelques considérations particulières pour les outils d'exécution des tests et de gestion des tests. Donc, quelle est la différence entre les outils d'exécution des tests et de gestion des tests? On vient de voir ça donc, dans dans le premier diapo. Pour Et la gestion des tests, c'est la gestion des exigences, des cas de test, configuration. Pour oui. l'exécution, il y a l'exécution, les outils de l'exécution, il y a les harnais de test, les tests de sécurité, choses comme ça. Non, non, les outils d'exécution, c'est comme on vient de le dire, comme Selenium ou bien comme Ah qui oui. sont appliqués directement pour exécuter des tests, comme Gmetr ou bien. Et pour la gestion des tests, c'est pour la conception et le design des cas de test, pour le reporting des bugs. C'est bon, c'est clair? Il faut faire la différence entre ces deux grandes parties. Je passe. OK, donc je passe. Donc, qui peut lire? Naur, tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Outils d'exécution des tests et de gestion des tests. Là, Donc, on va voir la différence entre les deux. mhm. Les outils d'exécution des tests exécutent des objets de test à l'aide des scripts, des tests automatisés. Ce type d'outil nécessite souvent des efforts importants pour obtenir des bénéfices significatifs. Donc, on a le script capturé, approche de test piloté par les données, approche de test par mots-clés et les outils de modèle Based Testing MBT. Après, il y a les outils de gestion des tests. Ils doivent souvent s'interfacer avec d'autres outils ou feuilles de calcul pour diverses raisons, telles que produire de l'information, maintenir une traçabilité cohérente des exigences, établir un lien avec les informations de version de l'objet de test dans l'outil de gestion de configuration. Merci, Naurus. Mhm. Donc, comme on vient de le dire, il y a deux grandes parties, les outils d'exécution des tests et des outils de gestion des tests. Pour les outils d'exécution des tests, on a quatre approches différentes. Donc, le script capturé, donc le play record, on va revenir sur ça. Les approches de tests pilotées par les données, les approches de tests pilotées par les mots-clés et les outils de model-based testing. Donc, on va revenir dans les diapos suivants sur la différence entre ces quatre outils. Donc, sinon, pour les outils de gestion des tests, c'est clair. Oui. Je passe. Oui. Mhm. D'accord. Donc, nous allons commencer par le premier
la première classe, donc qui est, ou bien la première approche, le script capturé. Donc, pour ce script, donc on va capturer ou bien on va faire le record de nos actions. Par exemple, si je veux tester donc la fonction login, voilà, donc j'active le bouton record et je passe la souris ici, je fais un clic, j'écris mon mot de passe, j'écris mon adresse mail et j'écris le login. Donc l'outil fait le record et après il fait le replay de ce que je fais. Donc après la capturer, donc il va reproduire le même chemin parcouru par le souris. Il va cliquer sur la même donc sur le même endroit dont j'ai cliqué et il va écrire le même mot de passe ou bien il va prendre d'une base de données donc le mot de passe et le login. Il va essayer donc de mettre se connecter. D'accord? C'est clair pour cet outil ou pas? Oui, c'est clair. Donc, la première phase, c'est la capture. On va capturer, on va faire le record et après, on va faire le playback. Donc, il va reproduire le même chemin que j'ai fait. Le problème ici, donc, pour ce type ou bien cette approche, voilà donc le script ou bien l'outil va capturer le mouvement de login. Il y a ici, par exemple, une place pour faire écrire le mot de passe. Si le développeur, par exemple, après 2 sprints, fait changer ou bien fait décaler un peu de 3 cm, par exemple, le bouton login, et là, le script, il va cliquer sur le vide. Donc, il n'est plus valable, il n'est plus valide. C'est clair? Pardon, mais j'ai pas bien compris. D'accord, je vais essayer d'aller sur exemple. Si je mets Facebook ici. Donc, je vais activer. Il y a des plugins, par exemple pour le Selenium IDE. Donc, j'ai pas donc ce plugin, mais je fais donc capturer ou bien record, enregistrer mes actions. Il y a le souris qui est là. Donc, je passe ici. J'écris mon mot de passe. J'écris mon adresse mail et j'écris mon mot de passe ici. Et je mets se connecter. Donc, la première phase de cet outil, c'est de faire l'enregistrement de ce que j'ai fait. Après, je fais le playback ou bien le script va faire, l'outil va faire ce que j'ai fait. Il va commencer par le souris ici, il va mettre l'adresse mail ici, il va mettre le mot de passe ici et après, il va mettre se connecter. Voilà, c'est clair? Oui. Si le développeur, par exemple, ici, j'ai le mot de passe ici. Donc, le champ pour écrire mot de passe. Si après 2 sprints ou bien 3 sprints, le développeur décale cette adresse mail ici et il va mettre le champ mot de passe ici. Hmm. Si donc l'outil va reproduire donc la même chose qu'on a fait la première fois, il va t'arriver ici, il va rien trouver. Il va trouver Pas aucun trouvé champ l'adresse. parce que le mot de passe il est passé là. Donc il va cliquer dans le vide ou bien il clique et il va écrire. Donc il y a rien qui va s'écrire. Mhm. C'est clair ou pas? Oui, Je peux répéter. non, c'est très clair. Vraiment. Merci. D'accord, d'accord. Partir de la diapositive actuelle. Voilà. Donc, c'est clair pour le premier, donc la première approche. La deuxième approche, on a le Euh, data. Oui, 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 oui. Pardon, Youssef. De rien. Alors, dans notre diapo, oui. Alors, premièrement, il est très important d'avoir premièrement un test manuel et après, record ce test manuel pour faire l'automatisation par la suite. Oui, oui, oui. C'est ça. Alors, oui. Voilà. Le script est enregistré avec toutes les actions de l'utilisateur, y compris les mouvements de la souris. Par un Donc, testeur l'utilisateur. manuel.
Oui, c'est lui qui va faire donc le mouvement du souris et tout. Et après, Mhm. l'automate de test ou bien l'outil de test peut alors rejouer le script un nombre illimité de fois sans intervention humaine. C'est compris ou D'accord. pas? Je peux Oui, répéter là. d'accord. D'accord. L'idée, c'est que dans ce cas-là, l'automatisation fait après un test manuel. C'est- Oui, par exemple, j'ai un bébé qui a 1 an, donc je lui montre comment manger. Par exemple, je lui donne la première fois, donc dans l'assiette, un fruit. Il va le manger. Le deuxième jour, un fruit. Le troisième jour, un fruit. Il va le manger. Si, par exemple, le quatrième jour, je lui ai mis une fourchette ou bien une cuillère, il va la manger aussi. Parce que il a appris de manger ce qui est dans l'assiette. Oui, oui, Donc oui, la c'est ça. machine, elle est bête. Elle refait tout Mhm. ce qu'on a fait. C'est clair? Oui, c'est clair. Super. Je passe. Oui, D'accord. Donc la deuxième approche, c'est le data-driven testing. Donc c'est le test piloté par les données. Donc je passe au diapo suivant, je vais revenir après. Donc on a notre script là. Il y a ici les données qui sont à part. Par exemple, si j'ai une équipe de testeurs qui ne connaît pas l'automatisation des tests, je peux faire un appel, donc un testeur, pardon, un expert en automatisation qui va m'écrire le script, l'automatisation, et là, mes testeurs qui sont à la base des testeurs manuels peuvent juste modifier les données. Par exemple, si je donne un script pour l'entrée au stade, donc au stade de football, si le supporter a plus que 18 ans, il peut entrer. S'il a moins de 18 ans, il ne peut pas entrer. C'est le script écrit par l'expert en automatisation. Là, pour le testeur, il va donc exécuter le test avec différentes valeurs donc, de données. Par exemple, il met l'âge 17. Donc ici, on aura comme résultat attendu accès interdit. S'il met par exemple l'âge est à 20, il met ici âge égale 20. Donc il va entrer dans le script et donc on a accès autorisé. C'est clair ou pas? Non. D'accord. On essaie donc de lire la définition et après je reviens pour l'explication. Donc, juste un moment que je bois de l'eau. Donc, le test piloté par les données, c'est une technique de script. Voilà le script qui, qui sauvegarde les entrées de test et les résultats attendus dans une table ou un tableur. Donc, les données de test, il y a ici pour le data file, c'est un fichier Excel. Par exemple, on a les données de façon à ce qu'un simple script de contrôle puisse exécuter tous les tests de la table. Les tests déterminés par les données sont souvent utilisés pour assister l'utilisation d'outils de test automatisés tels ceux de capture-jeu, rejeu, par exemple, les codes playback. Par exemple, j'ai un script ici. Je vais écrire. Par exemple, if, par exemple, int, ou bien je vais le mettre, par exemple, variable, le soit âge. Donc, ma variable ici, qui peut être x, c'est âge. Donc, if variable au âge, variable supérieure, je vais mettre ici âge, pardon. On va reprendre le même exemple. If âge supérieur à 10, à 18,
écrire accès autorisé. Je vais if âge inférieur à 18, écrire accès refusé. Donc ici, pour l'entrée, entrer dans un stade. Donc, c'est clair notre script. Donc, l'accès au stade de football, donc ça dépend de l'âge du supporter. Voilà, c'est clair jusqu'à ce moment. Le script, il est... Alors, Oui. Oui, dis-moi. on a une entrée, c'est l'âge, Oui. et sortie, c'est chaîne de caractères, c'est le message. Le message, par exemple, il y a une automate, je lui montre mon pièce d'identité, il va m'écrire accès autorisé ou refusé. D'accord? Oui. Donc, voilà, donc ça, c'est mon script. Celui-ci, le driver script. D'accord? C'est clair ou pas? Je peux répéter 1000 fois alors. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Pour moi. Après, je vais faire donc un tableur âge. Par exemple, je vais mettre dans la première ligne 1, deuxième ligne 17, deuxième ligne 18, troisième. Après, je mets 19. Après, je mets par exemple 55 et je fais le run de test. Par exemple, comme testeur, je me charge juste de fournir ces données. Il y a l'expert en automatisation qui me met ce script. Aussi, si je connais donc l'automatisation, je peux faire les deux là. Amma, lahne, ici, on a le script. Et ici, on a donc un tableau là où il y a les données. هو شنو هو اسمه؟ il s'appelle donc test piloté par les données. Voilà le script qui est piloté par les données. Par exemple, si je mets âge égal à 1, donc c'est moins 18, écrire accès refusé. C'est clair ou je répète? J'ai pas de problème. Oui, c'est clair. Allez, qui n'a pas compris? C'est clair en fait. Je peux répéter, voilà. C'est clair, merci. Voilà, donc après, on a le Keyword Driven Testing. Donc, c'est un test piloté par les mots-clés. Donc, la différence entre le test piloté par les mots-clés et le test piloté par les données. Donc, pour ce test, pour cette approche, en plus donc, des données, on a des mots-clés. Par exemple, dans le fichier ici, je reprends. On a le même script comme d'habitude, le driver script ici. On a l'âge et on a les données et on peut ajouter donc une deuxième colonne qu'on appelle par exemple action. Là, dans l'action par exemple, montrer la carte d'identité. Action, des actions. Donc, le script reste le même et après, on a des données, on a des actions. Je vous montre un autre exemple à partir de la diapositive actuelle. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Par exemple, ici, on a le mot-clé Go to URL. Donc, si je mets Go to URL, donc il va directement
Donc, script, on peut dire que c'est un sous-script. Donc, il va faire donc accès à la page d'accueil du blog. C'est clair ou pas? Donc, on traite, on met des mots-clés et chaque mot-clé, il y a derrière un script. Par exemple, si je suis en train de dresser un chien et là, je lui dis assis. Donc, le mot-clé, c'est assis. Et derrière ce mot-clé, il y a une action qui se fait. Par exemple, le chien qui se met sur ses quatre pattes. Donc, le script ici, par exemple, on a mettre les deux premières pattes et après les deux dernières pattes. Donc, un mot-clé. Derrière ce mot-clé, il y a une exécution d'un petit script. Donc, la différence entre l'approche par mot-clé et l'approche par donnée, que si après avec les tests de données, on a des actions prédéfinies. Comme dans Selenium, on a par exemple les clics. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Il y a Du J'ai coup, juste... pour les tests pilotés par les données, c'est-à-dire tu vas faire l'appel des données Oui, déjà enregistrées. Pour oui, les tests pilotés par les mots-clés, tu vas faire l'appel d'un mot-clé qui est derrière. Il y a un script déjà créé par les testeurs, ou par et, les experts. oui, et avec des tests de données. Il Ouais. y a aussi les données de test. Mhm. C'est clair ou pas? Alors, je peux répéter. J'ai juste une question. Keyword Driven Testing, est-ce que ça peut se dire que on appelle une fonction qui contient déjà le script, c'est uniquement utilisé pendant le test automatisé, c'est bien ça? Si tu peux reformuler, pardon, la question, je n'ai pas bien Oui, compris. en fait, la partie mots-clés, moi, ce que je comprends, c'est par les mots-clés, on peut dire que c'est des fonctions. Oui, C'est des fonctions déjà prédéfinies et on va appeler le fonction par rapport à l'action attendue. Et du justement. coup, voilà, donc ça sera utilisé uniquement pendant les tests auto. Oui, 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 oui. Ce sont des outils pour des tests automatisés, ça. Seulement. Ok. Oui. Donc, quand tu appelles une fonction pour faire tes actions nécessaires, on Par l'appelle exemple, le test aller à piloté cette par les mots-clés. URL. Mhm. Donc, je fais go to URL. Et derrière, il y a un jeu de données, un petit script qui est derrière là. Donc, si je mets ce mot-clé, directement, il va faire, donc, il va entrer donc, dans ce URL. Ou bien, si Mhm. je mets clic, je vais choisir un article de la page. Vérifier, check title. Par exemple, j'ai une page web, ou bien un article, je mets ou bien le mot-clé check title. Donc ici, il y a un script derrière qui va donc checker la première ligne selon la police, selon il y a quelques caractéristiques écrites donc dans le script donc pour faire le check. Donc la différence ici généralement donc dans l'examen ISUQB, on va vous dire quelle est la différence entre le Key Driven Testing, le test piloté par les mots-clés, et le test piloté par les données. Donc, la différence que dans ce fichier externe, donc pour le Keyword Driven Testing, on trouve les actions et les données de test, alors que pour les tests pilotés par les données, on trouve seulement les données de test. Ok, merci. Oui, c'est très clair, merci. C'est clair? OK, donc on passe à la quatrième approche qui est le Model Based Testing. Donc, les outils de Model Based Testing permettent de capturer une spécification fonctionnelle sous la forme d'un modèle, comme par exemple un diagramme d'activité. Par exemple, ici, on a le client est enregistré, vient de faire le login. Donc, client enters login, name and password. Ici, il est correct. On peut dire que le login est passé avec succès. Sinon, on a un valide login password. Donc, on va donc cette tâche est généralement exécutée par un concepteur de système, le system designer.
Donc, l'outil MBT interprète le modèle afin de créer des spécifications de cas de test qui peuvent ensuite être sauvegardées dans un outil de gestion des tests et ou exécutés par un outil d'exécution de test. Donc, moi, ce que je fournis à l'outil, c'est ce diagramme ou bien ce modèle. Je lui dis, c'est le client. Il y a un client qui va écrire son nom et son password. S'il est vrai, tu passes à l'action, à cette action. Sinon, donc il faut mettre le message invalide password. Donc, je lui mets ce diagramme, donc ce schéma, et c'est à lui de transférer ça en cas d'utilisation ou bien en cas de test. Excusez-moi, juste une petite question pour Oui, l'autre modèle. Vous pouvez juste revenir, s'il te plaît? ouais, c'est le même. Ouais. Ouais. Après, pour nous, c'est nous qui va créer ce modèle ou bien il est déjà prêt Non, à non, non, non. utiliser? Ici, on fait appel au concepteur de système, le système design, Mhm. l'architecte du système, qui va nous donner donc l'architecture du produit ou bien du site ou bien de l'application sous test. Mhm. Ok. OK? Donc, je lui donne donc un modèle et c'est à lui de transférer ça en cas de test. Et soit seulement pour l'écriture des cas de test et donc ou pour l'exécution de l'outil, pour l'exécution de ce test par cet outil. Mhm. C'est bon? Ouais. Voilà donc le principe. L'outil interprète un modèle. C'est nous qui fournit le modèle après avoir fait appel donc au système designer, le concepteur du système. Donc, l'outil génère des spécifications de cas de test à partir du modèle. Les spécifications sont publiées dans des outils de gestion des tests. Donc, ici, besoin d'automatiser, les spécifications de cas de test peuvent être traduites en script de test pour être exécutées par un automate. Donc, le modèle based testing, c'est une approche basée sur un modèle. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Je passe. Les Oui, quatre c'est approches clair. sont claires. L'enregistrement, donc le record playback, après piloté par les données, après piloté par les mots-clés, la différence entre pardon, piloté par les mots-clés et piloté par les données. Donc, c'est l'introduction des actions dans les mots-clés, donc dans le fichier externe. Et il y a le model based testing, donc c'est une approche basée sur les modèles. C'est clair? Les quatre approches sont claires? Oui. Oui, je trouve que c'est clair. OK. Donc, faisons un petit exercice. Donc, qui peut lire, s'il vous plaît? Naurus Rada, qui peut, s'il vous plaît? Oui, je peux. Oui, OK. Lequel des éléments suivants est le plus susceptible d'être un avantage de l'utilisation d'outils d'exécution de tests? Il est facile de créer des tests de régression. Il est facile de maintenir le contrôle de version des actifs de test. Il est facile de concevoir des tests pour les tests de sécurité. Il est facile d'exécuter des tests de régression. D'exécuter, de créer. OK. Qui peut Euh, répondre, sauf Rad, c'est toi qui as lu le... oui. D'accord. Qui peut répondre? Rada et Naurus, non. Donc, on essaye que les autres participent, s'il vous plaît. Salut. Allez, il faut bouger, là. D'accord, vous pouvez écrire vos réponses dans un commentaire. Bon. D, voilà.
Donc, oui, c'est. Donc, la bonne réponse, c'est il est facile d'exécuter des tests de régression. S'il vous plaît, qui est en train de faire du bruit? Voilà, donc la bonne réponse, c'est D. Il est facile d'exécuter des tests de régression. Passons à la deuxième question. Donc, lequel des éléments suivants est un exemple d'outil prenant en charge les tests statiques? Un outil qui aide à suivre les résultats des revues, un outil de suivi des défauts, un outil d'automatisation des tests, un outil qui aide à concevoir des cas de tests pour les tests de sécurité. A. Les revues, donc. Test Oui. statique. Comme on a dit, ces Oui. tests statiques, on passe Revue. en revue. Donc, la bonne réponse, c'est A. C'est clair pour tout? Alors, c'est clair Ouais. pour tous? OK. Mm. Voilà, donc, on a fini avec la première partie et là, on va partir à la deuxième partie, donc, de ce cours, utilisation efficace des outils. On va voir comment utiliser efficacement les outils des tests. Donc, pour utiliser efficacement les outils de test, il faut bien choisir ou bien sélectionner les outils qu'on va utiliser. Donc, il y a quelques principes de base pour la sélection de ces outils. Voilà. Donc, les principes de base pour la sélection des outils. Donc, on va évaluer, on va faire une évaluation de la maturité de l'organisation, de ses forces et de ses faiblesses. On va faire une identification des opportunités pour un processus de test amélioré soutenu par des outils. On va essayer de comprendre les technologies utilisées par l'objet de ces tests afin de sélectionner un outil compatible avec cette technologie. Par exemple, si toute l'entreprise utilise le langage Java, je ne vais pas introduire un outil de test qui utilise par exemple le C, le langage C ou bien le langage C++. C'est clair? Donc, les outils de build et d'intégration continue déjà utilisés au sein de l'organisation afin d'assurer la compatibilité et l'intégration des outils. Je ne peux pas donc utiliser deux outils qui ne sont pas compatibles. C'est clair la première partie pour les principes de base pour la sélection des outils? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, aussi, pour sélectionner un outil, il faut vérifier si l'outil est disponible pour une période d'essai gratuit. Par exemple, si je veux introduire un outil et vous connaissez que les outils, par exemple, utilisés donc dans le monde professionnel, dans les entreprises pour avoir des licences, c'est très, très cher. Ça peut donc passer le 100 000 euros. Donc, il y a des licences qui sont un vrai investissement. Donc, on va vérifier si l'outil est disponible pour une période d'essai gratuit pour être sûr que cet outil est compatible donc à nos attentes ou bien à notre travail. Donc, aussi, on va faire une évaluation du fournisseur ou du support pour les outils non commerciaux. Identification du besoin interne pour le coaching et le soutien dans l'utilisation de l'outil. Par exemple, moi, demain, j'ai une équipe de testeurs de 5 personnes que personne ne connaît, que personne ne connaisse donc le Jira. Et là, je dis, allez, on va utiliser Jira. Mais qui va nous former, par exemple? On a besoin d'un coach ou bien d'un soutien, par exemple d'un senior, d'un manager pour l'utilisation de l'outil la première période. On va aussi on va faire une prise en compte des avantages et des inconvénients des différents modèles de licence. Par exemple, vous connaissez que pour chaque licence, il y a des modèles. Par exemple, il y a une licence pour une seule personne, une licence pour 100 personnes,
une licence pour 1000 personnes. Donc, on va mettre ça, on va prendre ça en compte. Aussi, on va faire une estimation d'un rapport coût-bénéfice basé sur le ROI, donc le retour sur investissement, basé sur une analyse de rentabilité concrète, si nécessaire, bien sûr. Donc, si l'outil ne va pas donc me rapporte de l'argent en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas l'utiliser. Et comme dernière étape, donc pour, euh, pour la sélection d'outils, on va faire une preuve de concept, proof of concept, donc qui devrait être effectuée pour déterminer si l'outil fonctionne efficacement avec le logiciel attesté et au sein de l'infrastructure. Donc, avant d'utiliser l'outil, je vais prendre un petit projet ou bien quelques tests et je vais essayer donc de les exécuter ou bien de faire la gestion de ces tests à travers cet outil. Donc, j'ai besoin d'une preuve de concept. C'est clair pour On parle les ici principes de base pour la... d'un projet pilote, non? La dernière étape, c'est pas ça? Peut- Pas la même, non? Peut-être, ce n'est pas la même chose dans le Mhm. syllabus, mais ça, dans la vie réelle, c'est ça. Ok. Super, je peux passer Oui. pour les autres. Ok, Ouais. ok, Oui. je vais passer donc. Ici, on va parler, donc, cette dernière phase va nous introduire au projet pilote pour l'introduction d'un outil dans une organisation. Par exemple, si je fais un test, j'ai donc 5000 tests à exécuter, je vais pas à l'instant donc partir à l'utilisation d'un nouveau outil. Je vais prendre un petit projet ou bien une petite fonction dans le projet, dans le produit que je suis en train de tester. Et je vais essayer donc de faire des tests avec cet outil et voir son comportement. Donc, les outils, on va voir les projets pilotes pour l'introduction d'un outil dans une organisation. Donc, quels sont les intérêts pour ces projets pilotes? Pourquoi on utilise ces projets pilotes ou bien ces petits projets? C'est pour acquérir une connaissance approfondie de l'outil, comprendre ses forces et ses faiblesses, évaluer la façon dont l'outil s'intègre au processus, aux pratiques existantes et déterminer ce qu'il faudrait changer, décider des méthodes standards d'utilisation, de gestion, de sauvegarde et de maintenance de l'outil, évaluer si les bénéfices seront obtenus à un coût raisonnable. Aussi, c'est pour comprendre les métriques que vous souhaitez voir recueillies et rapportées par l'outil et configurer l'outil pour s'assurer que ces métriques peuvent être recueillies et rapportées. C'est clair ou pas pourquoi on utilise un petit projet? Je peux expliquer s'il y a quelque chose ambigu. J'ai pas compris exactement c'est quoi projet pilote. C'est-à-dire une partie de projet? Un exemple, par exemple, je sais pas, je suis quelqu'un, je suis par exemple un fournisseur de cahiers, par exemple, il y a un fournisseur qui me propose un type donc de papier. Mhm. Je vais pas du jour au lendemain donc transformer toute l'usine avec ce type de papier. Donc je vais essayer, par exemple, je dis, je vais essayer ce papier pour fabriquer des cahiers, par exemple le 48 pages ou bien le 72 pages. Je vais essayer donc voir comment les ouvriers vont se comporter. Je vais donc à partir de l'utilisation de ce papier ou bien ce type de papier utiliser, comprendre les caractéristiques, comment le fabriquer, comment le mettre en œuvre, comment le stocker, je vais donc avec un petit projet ou bien une petite fonction, je vais pas transformer tout le projet ou bien toute l'usine avec ce nouveau produit. Mhm. C'est D'accord. c'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Et on parle D'accord. ici de la période d'essai gratuit ou non?
Non, peut-être dans cette partie, non. Mais on préfère toujours qu'il y a une période d'essai gratuit. Mais ici, on a dépassé les périodes d'essai gratuites. On Mhm. va voir si on va ici, c'est bon, on a opté pour le projet ou bien pour l'outil. On va comprendre ses caractéristiques. Ok, parce que l'évaluation de si les bénéfices seront obtenus à un coût raisonnable, normalement, c'est pas Oh, dans la période de l'essai gratuit, quoi, pour voir ouais. si Oui, le... oui, ça peut matcher, ça peut matcher. Déjà, Mhm. les deux parties, donc cette partie se fait dès l'obtention ou bien dès l'introduction de l'outil. Donc, le premier mois, le deuxième, Ok. cette période, la première période. Donc, ça Mhm. peut matcher avec Ok. la période d'essai. D'accord, merci. D'accord? C'est clair? Je peux passer? Oui, D'accord. Donc, on va voir les facteurs de succès pour les outils. Donc, qui peut lire, s'il vous plaît? je peux. Oui. Alors, les facteurs de succès pour les outils. Déployer l'outil au reste de l'organisation de façon incrémentale. Qu'est-ce que ça veut dire Adapter. ça? Pardon? Donc, Ok. comme je viens de le dire, si je vais introduire un outil, je ne vais pas donc l'introduire et déployer dans toutes les équipes à la même instant, au même instant. Je vais donc, par exemple, je commence par une équipe chargée d'une fonction, et après je passe à le deuxième, et j'essaye donc à chaque fois qu'une équipe devient experte donc dans l'utilisation de cet outil, je peux donc le déployer dans une autre équipe. Donc, c'est d'une façon incrémentale, pas à Un pas. morceau, oui, voilà. Ouais, je passe pas donc tout droit ou bien du jour au lendemain pour l'utilisation d'outils dans toute l'organisation. Mhm. On doit être méfiant donc dans l'utilisation, dans le déploiement de chaque nouveau outil. D'accord. Donc, adapter et améliorer les processus en fonction de l'utilisation de l'outil. Apporter de la formation, de l'encadrement et du conseil aux utilisateurs d'outils. Les Déf- utilisateurs, c'est-à-dire les testeurs. Mhm. Mhm. Définir les recommandations d'usage de l'outil. Par exemple, les normes internes pour l'automatisation. Oui. Mettre en place un moyen de collecte d'informations sur l'utilisation réelle de l'outil. Suivre l'utilisation de l'outil et ses bénéfices. Accompagner les utilisateurs, les testeurs de l'outil. Recueillir les leçons tirées de l'expérience de tous les utilisateurs. Merci. Mhm. Bien. Donc, ici, par exemple, mettre en place un moyen de collecte d'informations sur l'utilisation réelle de l'outil. Par exemple, dans mon entreprise actuelle, on utilise le Wikipage. Donc, là où on met, donc, par exemple, pour chaque, je dis n'importe quoi, donc pour faire des tests API, voilà comment on peut procéder, quel bouton, quel champ fait, faire, s'il y a donc des configurations spécifiques à faire et tout. Donc, on essaye de partager ça ou bien de mettre ça dans un document partagé par tout le monde. Il y a le SharePoint, il y a d'autres entreprises qui utilisent le SharePoint. C'est clair? Oui. Il y a des questions, s'il vous plaît? Je suis pas en train de voir les messages. S'il vous plaît, si quelqu'un voit un message et tout, je peux, ou bien une question, je peux répondre. Non, il n'y a pas de question pour le moment dans la O- conversation. Ok. Donc, je peux passer. Oui, je pense que oui. Oui, Donc, merci. donc voilà, donc le chapitre 6 est clôturé. Donc voilà, il était très simple, je pense. Ouais, c'était rapide, efficace. Merci. Donc, dans ce chapitre, il y a une question sur le cas 1, se souvenir, et une question sur la compréhension. Donc, on a
vous pouvez avoir une question sur les bénéfices et les risques de l'automatisation des tests, les principes de base pour la sélection des outils, qu'est-ce qu'un projet pilote et les facteurs de succès pour les outils. Et il y a une question de compréhension, par exemple la classification des outils de test. Voilà, donc je vais passer par quelques quiz ou bien quelques questions tirées d'examen réel, donc de l'ISUQB. La première question, qui peut lire s'il vous plaît? Salut, salut. Moi aussi, ok, je peux. Ok. Quel est le principal objectif d'un outil d'exécution de test? Il exécute des scripts de test automatisés pour tester l'objet de test. Il enregistre automatiquement les défauts dans le système de suivi des défauts. Il analyse le code pour déterminer s'il y a des violations des normes et de codage. Il suit les cas de test, les défauts et la traçabilité des exigences. Allez, on répond donc dans la conversation. Et après, Rada Onaurs peut me donner les résultats ou bien les réponses. Bon, la plupart disent A. La réponse Ouais, A. c'est la réponse A. A. Ouais. Ouais. Donc, la réponse A. Donc, le principal objectif d'un outil d'exécution de test, c'est l'exécution des scripts de test automatisés pour tester l'objet de test. Passons à Le mot, Oui. pardon, le mot-clé de cette question, c'est exécute. Lorsqu'on Ouais. voit exécute, ça veut dire la bonne réponse. Ouais. D'accord. Donc, on passe à la deuxième question. Qui peut lire? Je peux lire. Oui. Bon. Lorsque l'on introduit un nouvel outil dans une organisation, il est vrai que un outil open source est généralement de moins bonne qualité qu'un outil propriétaire. Le développement de l'aide en ligne rend inutile la formation des usagers. L'impact sur l'organisation peut être important. Les réponses dans la conversation. Oui, il dit C. OK. Oui, c'est C'est la bonne réponse. Oui. Donc, tout nouvel outil demande une formation de ses utilisateurs et peut avoir un impact important sur l'organisation des équipes concernées. Donc, cette évolution des pratiques doit donc être gérée comme un projet normal. Donc, il est par ailleurs maintenant 20 d'opposer outils propriétaires. Bon, non, cette question, je ne viens pas je sais pas d'où elle vient. Peut-être de façon, donc, j'ai mal fait le copier-coller des questions. Voilà, donc la troisième question. Alors, l'outil de test de charge, load testing, vérifie le temps de réponse et l'utilisation des ressources. B, la présence des bugs dans l'interface utilisateur. C, le comportement fonctionnel correct du système testé. Et D, le nombre de testeurs nécessaires pour atteindre la deadline. Allez, les réponses. Donc, C'est le C. Oh, allez, on écrit nos réponses. Bon, moi, je dis ça. Maintenant, les réponses, ils sont à 50% C, 50% pratiquement A. OK. Donc, Et tu dis quoi? euh, pour moi, je dis C. C, oui, peut-être. C. OK. L'outil de test de charge, le load testing, c'est un test de performance. Justement. Ouais. Mhm. Et Donc, et le test de performance, est-ce que c'est non, le comportement? non, c'est le temps de réponse, ça, c'est ça? Oh, oui. Oui, donc Donc, A. oui, c'est A et pas C. Donc, le temps de Inc- réponse, c'est le temps de performance. C'est inclus dans le comportement non fonctionnel, je pense. Oui, c'est vrai.
Parce qu'un site web peut répondre, donc il peut être en fonctionnel, mais il répond, par exemple, si je clique sur login, il répond après, par exemple, 3 minutes, 2 minutes. Il est fonctionnel, bien fonctionnel, mais il n'est pas performant. C'est clair ou pas? Oui. Donc, test de charge, c'est un type de test de performance visant à évaluer le comportement d'un composant ou d'un système sous des charges variables, généralement entre des conditions anticipées de faible, moyenne et forte charge. Donc, c'est un système sous différentes charges, généralement ouais, des conditions prévues d'utilisation faible, typiques ou de pointe. Par exemple, là, un site un site bancaire ou bien une application bancaire, donc l'utilisation de pointe, c'est vers les fins du mois pour vérifier les salaires. C'est clair? Oui. D'accord. Oui. Allez, qui peut lire la question 4? OK. Lequel des énoncés suivants décrit avec précision la différence entre les approches orientées, données et mots-clés pour la création des scripts à l'aide d'outils d'automatisation des tests? D'accord. Dans, Donc, la différence entre les approches oui, portées par les données données et les mots-clés. et les mots-clés. La deuxième approche, c'est les mots-clés. OK. Donc, A, dans l'approche basée sur les données, les valeurs d'entrée sont lues à partir d'une feuille de calcul. Dans l'approche basée sur les mots-clés, les valeurs d'entrée et les mots d'action sont tous lus dans une feuille de calcul. B, dans l'approche guidée par les données, les résultats attendus pour chaque test doivent être stockés pour une comparaison ultérieure. C, non, cette nécessité n'existe pas dans l'approche guidée par les mots-clés. C, les testeurs qui ne connaissent pas le langage de script ne peuvent pas saisir les données de test en utilisant l'approche guidée par les données, alors qu'ils peuvent définir les tests en utilisant des mots-clés donnés, alors qu'ils peuvent définir les tests à l'aide de mots-clés dans une approche guidée par les mots-clés. Une expertise technique en langage de script est nécessaire pour l'approche guidée par les mots-clés, alors qu'elle n'est pas nécessaire pour l'approche guidée pour les données. N'est pas nécessairement pour l'approche guidée par les données. OK. Donc, les questions dans la conversation, les réponses dans la conversation. Il y a ceux qui ont répondu A, il y a ceux qui ont dit C. Donc moi, je dirais A, Moi aussi, je dirais A. parce que C et D, c'est non. Et voilà, B, non aussi. Donc On moi, peut travailler par élimination. Ouais. Ouais, je dirais A. c'est vrai. Et si ce type de question, c'est par élimination. Donc, Oui. on vient de dire que la différence entre les deux approches, que dans la deuxième approche, les mots-clés, donc, Oui. au plus des données de test, il y a des actions, les mots des actions, Oui. qui sont stockés à l'extérieur du script. Mhm. C'est bon? C'est clair ou pas? Oui. Oui. Ok. Donc, la bonne réponse est donc A. La cinquième question. Donc, lequel des éléments, lequel des éléments suivants ne serait pas effectué dans le cadre de la sélection d'outils pour une organisation, Donc, pas. Il faut donc faire attention dans les examens à ces donc, indications. Donc, évaluer la maturité, les forces et les faiblesses de l'organisation, déployer l'outil auprès de nombreux
utilisateur que possible au sein de l'organisation, évaluer les caractéristiques de l'outil en fonction d'exigences claires et de critères objectifs, identifier les besoins internes en matière de coaching et de mentorat pour l'utilisation de l'outil. Allez à vos claviers. Bon, la majorité, ils ont dit B. Mhm. Oui, donc comme on a dit, donc il faut se méfier lorsqu'on utilise donc un nouveau outil, on essaie de le déployer peu à peu d'une équipe à une autre. Donc c'est incrémental. Oui. Donc c'est la bonne réponse. Voilà la dernière question. Donc un problème a été découvert dans un système de production où un composant de code ou bien une fonction de code ne parvient pas à libérer la mémoire après avoir fini de l'utiliser. Donc, on a une fonction qui a utilisé la mémoire de notre device et après, elle n'a pas libéré pour être utilisée par un autre processus. Donc, lequel des outils suivants aurait été le plus efficace pour détecter ce défaut lors des tests de performance? L'énoncé est clair ou pas? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, outil d'analyse dynamique, outil d'exécution des tests, outil de gestion de la configuration, outil de mesure de la couverture. Pour moi, je pense que la réponse A. Oui, Et, moi aussi. et Ce pour sont les les outils autres? de performance. Ouais. Il y a ceux qui disent A, il y a ceux qui disent B, en fait. C'est Mhm. entre A et B. D'accord. Pourquoi c'est A et pourquoi B, pas B? Donc, on a déjà exécuté le test. Donc, on a découvert ce défaut en exécutant le test. Donc, ça va pas être un outil efficace pour détecter donc ce défaut lors du test de performance. Donc, c'est analyse. Donc, on va faire une analyse dynamique lors de l'exécution. C'est clair ou pas? Non, j'ai pas compris. Oui, moi aussi. Donc, on a déjà Tu détecté peux le nous donner. problème, on peut pas dire exécuter, c'est ça? Le test est déjà exécuté. Donc, si j'exécute une autre fois le test, donc ça va être le même résultat. Donc, on doit faire l'analyse. On va faire une analyse Ok. qui s'appelle l'analyse dynamique. Déjà, donc, dans la classification, on dit toujours test de performance et analyse dynamique. Si on revient donc dans les diapos, on voit toujours que le terme performance est lié à Il est l'analyse dans dynamique. l'analyse. D'accord. D'accord? Oui, c'est clair, merci. Oui, c'est Donc, clair. la bonne réponse est... Oui, 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 oui. Comment on fait l'analyse dynamique dans le test de performance? Les développeurs vont le faire. Oui, c'est Oui. fait par... Il y a le D. Il y a le D, c'est utilisé par les développeurs. Mais je vois qu'il y a donc des outils qui vont faire une analyse. Donc, on va essayer d'exécuter le test et faire une analyse pourquoi donc cette fonction n'a pas libéré la mémoire. Donc, ça parvient du code interne de la fonction. Donc, elle est utilisée par les développeurs. Je reviens sur le diapo, peut-être. Voilà. Donc, déjà, outil de la mesure de la performance et l'analyse dynamique, ils sont liés. Ici, on dit outil d'analyse dynamique, c'est utilisé généralement par les développeurs. C'est clair ou pas? Exemple de ces outils. Bon, je j'ai pas d'idée, mais parce que c'est par les développeurs, donc c'est exécuté par Ah les oui. développeurs. Je n'ai jamais utilisé ça. D'accord. Comme je viens de le dire, Oui. chaque partie ou bien chaque classe peut être une spécialité ou même une sous-spécialité. Donc,
Oui, Un d'accord, ça testeur n'est marche. pas censé donc connaître tous ces outils ou bien travailler avec tous ces outils. Comme si on dit un développeur. Un développeur, ça ne veut pas dire qu'il développe en Java, en C, en Python, je sais pas, et il utilise tous les frameworks et tout. Donc, c'est le même cas pour les testeurs. Tu n'es pas obligé donc de connaître tous les outils ou bien l'utilisation de tous les outils. C'est clair ou pas? Oui, oui, c'est clair. Super. Donc, on est arrivé. là. Et là, je vais vous montrer quelques. Donc, c'est hors. Donc, ici, la formation, elle est terminée. Donc, c'est un plus. Je vais vous montrer ou bien vous présenter quelques outils de test qu'on est en train d'utiliser. Donc, voilà le Gmeter. Donc, c'est un outil de test open source. Donc, vous aussi, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc, c'est utilisé pour tester les performances des sites web et des applications web dynamiques. Donc, une personne ayant très peu de connaissances techniques peut également interpréter les résultats donnés par Gmeter. Donc, vous pouvez l'utiliser, donc suivre un tuto sur YouTube et vous pouvez exécuter donc des tests de performance. C'est très facile. Il y a le X-Ray, donc c'est l'un des outils de gestion des tests les plus préférés pour les tests automatisés et manuels. Donc, il donne une structure appropriée pour organiser, catégoriser les ensembles de tests et fournit des résultats de tests efficaces en moins de temps. Donc, c'est un outil de gestion de tests pour l'écriture des rapports de bugs, pour les tests et tout. Donc, c'est comme Jira. Donc, ici, on a SOAP UI. Donc, c'est fonctionne pour les services SOAP, REST. C'est pour le test des API. Donc, il s'agit d'un outil multiplateforme open source utilisé pour des tests fonctionnels et de charge sur l'API. Voilà, donc il y a le get, ces méthodes de get, post, delete. Vous pouvez voir ça, donc soit SOAP UI, soit Postman. Donc, il effectue pratiquement des tests API. On a le Jira, donc la fameuse Jira qui est pratiquement utilisée dans la quasi-totalité des entreprises qui font, donc, qui utilisent surtout le Scrum. Donc, Jira est couramment utilisé pour gestion de projets agiles en dehors du suivi et de la journalisation des défauts. Il est intégré à l'environnement de développement à des fins avancées de suivi. On fait le suivi, on fait l'enregistrement, aussi on fait les créations de rapports de bugs. Donc, c'est très facile à utiliser et elle est riche en fonctionnalités. Donc, il y a plusieurs filtres et tout. Donc, si, espérons bien vous décrocher donc, un emploi dans le testing pour ceux qui ne sont pas encore, donc, qui sont en train de faire une reconversion. Et vous voyez que c'est très utilisé et que c'est très facile. On a le fameux Selenium, donc c'est un outil de test fonctionnel open source et on peut le télécharger, bien le test fonctionne, oui, pour tester les fonctionnalités. Donc, on peut le télécharger sans aucun coût, c'est gratuit. Donc, on peut à travers cet outil, donc faire le test d'application web. Donc, pour différents langages de programmation tels que le C Sharp, le Java, il y a différents. Pour moi, j'utilise par exemple pour l'instant le Groovy, donc pour la BDD. Donc, elle peut être déployée sur Windows, Mac OS ou Linux. Donc, vous pouvez l'utiliser. C'est très facile. Je dis toujours, s'il y a un tuto sur YouTube, donc de 30 minutes, pour exécuter un simple test avec Selenium. Donc, je vous encourage de le faire. Moi, donc, personnellement, j'étais dans le test manuel et après, je me suis dit, qu'est-ce que Selenium? Donc, j'ai essayé de faire l'automatisation du site Jumia, donc pour commander un simple article. Et là, c'était un atout pour moi, donc pour décrocher un poste en 100% automatisation des tests. D'accord, donc voilà. Donc, merci à vous donc d'être là, de participer à cette formation, les 6 chapitres. Donc, je vous souhaite du bon courage pour l'examen.
Merci à vous, Youssef. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci. De rien, de rien, de rien, j'ai rien fait. Donc, Youssef, oui, oui, oui. est-ce qu'il est possible de faire une session de questions, soit avec vous, Monia et le Marocain Ismail? D'accord, je vais essayer. Donc, je peut-être en programme ça d'ici 2 semaines parce qu'ils sont honnêtement, surtout pour Monia et Ismail, donc ils sont. Pardon? أيمن في أي وقت Ah, oui, 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 oui. Donc, on va voir avec eux. Je vais collaborer avec eux pour, disons, 2 heures de session questions-réponses et on peut programmer ça. Ok, merci. De rien. Il y a d'autres questions? Une fois que vous programmez ça, vous allez nous communiquer comment par Bien sûr. LinkedIn? Oui, oui, sur le Ok. groupe, sur notre groupe, Ok, super. comme d'habitude. Mm. Donc, je vais mettre ces 2 chapitres, le chapitre d'hier et ce chapitre sur YouTube aujourd'hui aussi. Donc, vous pouvez réviser s'il y a des questions, quelque chose qui n'est pas clair. Donc, vous pouvez revenir à nous. Même en message privé, soit à moi, soit à Monia, soit à Ismail, ils vont vous répondre, même avec un délai. Ok, merci. Merci. Ok. De rien. De rien. Donc, voilà. Donc, merci énormément pour votre Merci. participation. Et normalement, Merci à vous. donc l'aventure n'est pas arrêtée ici. On va continuer avec d'autres sujets, par exemple avec le Selenium ou bien l'écriture de cas de test réels à partir d'une spécification. On va aller donc vers le pratique dans les sessions prochaines. Super. Merci, Super. Merci à vous Youssef. tous. C'est intéressant. De rien. Donc, on va donc programmer d'autres. Et aussi, j'attends donc des propositions de formation. Parce que peut-être j'ai j'ai des connaissances qui sont, je dis, qui sont acquises ou bien que je vois que c'est simple, mais pour d'autres non. On peut les faire ensemble, peu importe donc le type de test ou bien Voilà, donc vous connaissez mon LinkedIn, vous connaissez le groupe, vous pouvez m'envoyer vos messages ou bien les postuler sur le groupe. Aussi, je vous encourage si vous avez donc des documents à partager avec le reste du groupe. Et voilà, c'est tout. Donc Ok, voilà, merci. je vous souhaite un bon fin de week-end. Et voilà, Vous de donc même. je vous dis bye bye. Bye bye. Au Merci. Bon revoir. week-end. Au revoir. Bonne Bon journée. week-end. Bon week-end. Bye bye. Bye.